Cette vidéo vous présente les pièces que l'on va inspecter lors de l'inspection endoscopique et de l'inspection après le démontage. Donc, lorsque le moteur est tout assemblé, on va prendre un miroir, une lampe de poche, et on va vérifier si l'entrée d'air est exempt de tout dommage. Donc, on va regarder pour les cracks, pour les marques d'impact, des choses comme ça. Le compresseur axial est fait de petites ailettes. Elles sont minces et elles sont très fragiles, très sensibles au FOD. Donc, on va les inspecter avec un miroir. On peut faire la rectification. Il existe une lime. Donc, c'est un outil de Pratt&Whitney qu'on peut acheter pour faire la rectification. Donc, enlever le dommage fait par le corps étranger. La soupape de décharge du compresseur, elle sert à deux choses. Elle sert à prévenir le décrochage du compresseur et à le bourrage du compresseur. Donc, vous avez vu en théorie que le compresseur axial est très efficace à basse vitesse et le compresseur centrifuge moins efficace à basse vitesse. Donc, le compresseur axial fait rentrer beaucoup d'air à basse vitesse et le compresseur centrifuge, lui, n'est pas capable d'absorber toute cette air-là. Donc, cette soupape-là va tout simplement être ouverte pour libérer de l'air entre les deux compresseurs. Pratt&Whitney a choisi de la mettre en bas. Donc, avec la gravité, le piston va ouvrir. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut prévenir le bourrage, le pompage qu'on appelle, ou le décrochage. Et c'est à basse vitesse que ça se produit. Donc, c'est pour ça que, en la mettant en bas, la masse du piston, on va tout simplement le faire descendre, donc faire ouvrir notre soupape de décharge. J'ai malheureusement pas de belles photos de l'espace entre le bout de pale et le carénage. En anglais, on appelle ça le tip clearance. Donc, j'ai pas de belles photos, mais on peut voir en haut le bout de pale avec le carénage. Donc, on va aller prendre une cale d'épaisseur, un feller gauge, et on va aller mesurer, dans le fond, l'espace entre l'aube de turbine et notre carénage. Vous apercevez sur la photo de droite les saignements, dans le fond, les sections du carénage. La chambre à combustion à flot inversé oblige d'avoir des conduits, des déflecteurs pour faire renverser le flot d'air, le flot des gaz de combustion. Donc ici, on a le large duct et le small duct qui sont ensemble. Donc, vous voyez la rondeur du conduit extérieur. Donc, il y a un espace entre le conduit extérieur et le conduit intérieur qui va faire en sorte que l'air va passer dans notre aube fixe de la turbine du compresseur. Donc, vous voyez ici, en dessous de l'aube fixe, donc tout à l'heure, la photo précédente, on avait le bar de fuite, maintenant on a le bar d'attaque, donc on voit la rondeur du conduit intérieur. Ici, le conduit intérieur serait à mettre au rebut. Pourquoi? Parce qu'on voit à droite une bosse dans la rondeur. Donc, à ce moment-là, le flot d'air est dévié dans cette bosse et peut créer un endroit chaud et détériorer, dans le fond, l'aube fixe du compresseur. Notre aube fixe, ici, on a une aube fixe neuve, donc il n'y a aucune craque, elle est très belle. Il n'est pas rare qu'on voit des cracks, des morceaux partis ou fondus au bord de fuite et dans le conduit, donc le conduit intérieur, conduit extérieur de notre aube fixe. C'est l'endroit la plus chaude. Oui, la chambre à combustion est vraiment chaude, mais l'air est dévié par cette pièce-là. Et on a un conduit qui va favoriser l'augmentation de vitesse. Est-ce que c'est un conduit divergent ou convergent? Donc, je vous laisse réfléchir.
puis demander à Mathieu si vous n'avez pas trouvé la réponse. Wow, il y a beaucoup de détails sur cette pièce-là. Oui, c'est une pièce maîtresse, hein? C'est notre centre du moteur qu'on voit à l'extérieur, donc l'enveloppe de la chambre à combustion, ou encore le gas generator case. C'est la partie qu'on voit sur le moteur. Donc présentement, on voit où est normalement la chambre à combustion, le conduit extérieur de la chambre à combustion, le conduit intérieur de la chambre à combustion, la turbine, tout ça. Là, on a enlevé toutes ces pièces-là, donc on a accès aux diffuseurs. Donc les diffuseurs, c'est des conduits, on les voit, ils sont ronds et ils deviennent aplatis et larges. Donc, c'est un conduit convergent ou divergent? Pourquoi on aurait un diffuseur comme un conduit qui est de cette forme-là? Je ne vous donne pas la réponse, pensez-y, vous allez le voir en théorie. Donc, sur la photo, si on part à gauche en jaune, on a les diffuseurs. Ensuite, en haut à droite, au centre du carter, on a l'emplacement du roulement numéro 2. Donc, c'est le roulement entre la turbine du compresseur et le compresseur lui-même. Vous voyez le tuyau de pression d'huile qui est très petit, contrairement au tuyau de retour d'huile qui est très gros. Donc, on ne veut vraiment pas laisser d'huile dans l'environnement du roulement 2. Pourquoi? Parce que c'est un environnement qui est chaud. Donc, à l'arrêt du moteur, si on laisse de l'huile, ben, la chaleur va brûler cette huile-là et risque de boucher le conduit, le gicleur d'huile. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas laisser d'huile à cet endroit-là. Vous avez l'épaulement C sur le PT6, c'est l'épaulement qu'on enlève tout le temps. C'est celui entre la section de puissance et la section du gas generator. Le gas generator, lui, ce que je l'appelle le gas generator, je m'excuse, c'est l'enveloppe de la chambre à combustion va rester toujours sur l'avion. Et la section de la puissance, l'hélice, les boîtes d'engrenage de réduction et la tuyère, eux autres vont pouvoir être retirés et être changés ou peu importe, en attente d'être remis sur notre moteur. Vous voyez au fond aussi, à gauche en bas, le tuyau de prise d'air du roulement numéro 2. Donc oui, ça prend de l'air pour envoyer, pour pressuriser le roulement numéro 2. Vous avez aussi l'enveloppe de la chambre à combustion qui est tout le tour en gris. Donc la même photo que la page précédente, mais j'ai rajouté les trous pour les gicleurs. Il y en a 14, il y a 14 gicleurs. Et on voit en haut le trou pour l'allumeur. Donc, petite nouveauté là-dessus. Il y a 2 allumeurs sur ce moteur-là. La plupart des moteurs ont 2 allumeurs. À ma connaissance, il y a un moteur, c'est le moteur du Allison 250, le moteur du Bell 206, l'hélicoptère, qui a seulement qu'un gicleur. Et c'est exceptionnel pour ce moteur-là. Vous voyez aussi l'emplacement de la sortie du T5. T5, donc, c'est la température pour T. Le 5, c'est la station numéro 5. Lorsque vous voyez un N en avant d'un chiffre, ça va être une vitesse de rotation, N1, N2, N3, ou NL, NH. Et vous pouvez avoir P aussi pour les pressions, suivi du chiffre. Il y a beaucoup de frottements au niveau de la flèche rouge. C'est l'endroit où vient se sceller, dans le fond, le conduit de la l'aube fixe. Donc, on a tout un petit frottement à l'intérieur et on a aussi, vis-à-vis la flèche bleue, beaucoup de frottement aussi. C'est le Large Exit Duct qui vient frotter à cet endroit-là. Pour les gicleurs, Pratt & Whitney, dans les HSI, mentionne beaucoup d'inspections pour les gicleurs. Donc, on va tout simplement envoyer du carburant sous pression dans le gicleur et regarder, observer, dans le fond, l'atomisation de ce carburant-là. Je vous ai mis les pages du maintenance manuelle.
Donc, vous pourrez les consulter pour aller voir qu'est-ce que ça a l'air, notre atomisation pour les gicleurs. Vous avez des conduits primaires et secondaires. Donc, lorsqu'on démarre le moteur, si les 14 gicleurs envoyaient du carburant en même temps, il y aurait trop de carburant et pas assez d'air de refroidissement. Donc, pour empêcher de brûler le moteur, bon, les ingénieurs ont choisi de mettre quelques primaires et les jumeler avec des secondaires. Donc, au début, lorsque le moteur commence à partir, à démarrer, donc aux alentours de 15% de rotation jusqu'à peu près une trentaine de pourcents de rotation, les primaires sont en action. Rendu à une certaine vitesse de rotation, là, il y a assez d'air pour refroidir le moteur, donc les secondaires vont, eux autres, commencer à gicler du carburant jusqu'à temps que le moteur soit à pleine vitesse. Dans le fond, lorsque le moteur est à toutes ses vitesses, à partir du ralenti jusqu'au maximum de vitesse, mais tous les gicleurs giclent, autant les primaires que les secondaires. Aujourd'hui, on a des duplex qu'on appelle, donc des gicleurs qui vont envoyer du carburant, un petit peu de carburant lorsque le moteur démarre. Et lorsque le moteur va être à une puissance acceptable pour avoir un bon refroidissement, ben là, les secondaires vont embarquer. Donc, on va avoir la capacité d'avoir 14 gicleurs qui vont envoyer du carburant tout le temps à partir du démarrage jusqu'à la pleine puissance. On voit ici le schéma de notre système de carburant. Donc, vous voyez au centre, on a une espèce de soupape. Cette soupape-là, en anglais, on l'appelle la flow divider. Donc, elle permet tout simplement de couper le carburant et de l'envoyer à l'extérieur lorsque le moteur arrête. Et lorsque le moteur démarre, elle bouge pour envoyer du carburant au gicleur primaire. Et lorsque la pression augmente beaucoup, là, la soupape va ouvrir encore plus et envoyer du carburant au gicleur secondaire. Vous avez deux autres diapositives qui vous montrent cet arrangement-là. Donc, au démarrage, lorsque le pilote met le démarreur on, va aller mettre les ignition on et ensuite de ça, va mettre le carburant. Donc, le carburant va se rendre dans les gicleurs primaires pour permettre l'allumage à basse vitesse. Lorsque le feu est allumé dans le moteur, ben là, on peut envoyer un peu plus de carburant. Donc, vous avez en jaune ou en orange plus pâle, là, je ne sais pas comment appeler ça, cette couleur-là, mais vous avez le conduit secondaire. Vous remarquerez que dans notre soupape, il y a un petit piston jaune qui s'est déplacé vers la droite pour libérer l'orifice secondaire et là, à ce moment-là, le carburant peut aller dans les gicleurs secondaires. Lorsque le moteur arrête, ben, notre soupape verte foncée et la petite soupape jaune vont être, eux autres, poussés par les deux ressorts qui sont à l'intérieur et boucher, dans le fond, le trou qui vient, ou le conduit qui vient du FCU, du contrôle de carburant. Donc, le carburant va se vider des tubes entre les gicleurs vers l'extérieur du moteur. Maintenant, on a des moteurs verts, donc on récupère ce carburant-là avant le carburant s'en allait directement sur la piste d'atterrissage.